De l'Anthropocène à l'ère du Novacène, quel modèle économique à l'heure où la relance économique doit être un accélérateur de la transition écologique? Véronique Angers-de-Fribert, vous avez réuni un plateau super qui est à distance mais qui est bien avec nous, avec Günther Pauli, inventeur industriel, créateur du concept d'économie bleue, qui s'inspire des écosystèmes naturels pour résoudre les crises économiques, sociales et écologiques, fondateur de la fondation Zeri. Nous allons en parler tout à l'heure. Et son dernier livre que vous pouvez avoir en un clic sur le site du Forum Changer d'air, L'économie bleue 3.0 aux éditions de l'Observatoire. Et notre parrain, Joël Deronet, docteur et sciences, écrivain scientifique, conseiller de la présidence d'Univers Science, président exécutif de Biotics International. La symphonie du vivant, comment l'épigénétique va changer votre vie aux éditions Les Liens qui libèrent, vous devez l'avoir dans votre bibliothèque, mais également Petit éloge du surf aux éditions Bourrin. Véronique, je vous laisse le micro et je vais essayer de ne pas faire teinter mon gong numérique pour vous rappeler que le temps est relativement limité. Bonjour Gunther, bonjour Joël. Alors, tous les deux, vous êtes des vrais écologistes depuis au moins les années 60 et vous incarnez vraiment cette idée que l'économie doit être un accélérateur de la transition écologique. Alors, Joël Deronet avec le projet Maurice île durable à l'île Maurice, puisque tu conseilles le Premier ministre sur ce projet, et Günther Pauli avec l'économie bleue, qui en a donné un best-seller mondialement connu, qui parle d'économie circulaire, un modèle créateur d'emplois zéro déchet, comme le disait Éloi tout à l'heure, et qui pourrait être la solution à la crise économique, écologique et sanitaire. Alors, je vous interromps le moins possible. Je vais vous laisser tous les deux. Vous avez 20 minutes. Et si je vois que vous emballez trop sur un sujet, je reviendrai avec une autre petite question de temps en temps. Donc, je vous laisse parler. Est-ce qu'on saura sortir de cette ère de l'Anthropocène, qui serait une conséquence, en fait, de la vie sur Terre, un produit de l'évolution, si on en croit James Lovelock, qui est l'auteur de Novacène, et qui est un jeune centenaire, parce que James Lovelock, dans les années 60, il a imaginé le concept Gaïa, dont je pense beaucoup ont entendu parler. Donc, est-ce qu'on entre dans cette ère du Novacène, où commence enfin le moment où l'influence humaine va s'achever pour laisser la place à une nouvelle humanité, grâce à la science, aux robots, à l'IA. Alors, débrouillez tout ça. Je sais que vous avez plein de choses à vous dire. À partir du titre, je vous laisse improviser et discuter tous les deux entre vous. À tout à l'heure. Qui commence? Vous m'entendez? Oui. D'abord, je commence sur ton commentaire, Véronique. Tu as parlé dans ton texte, dans ton introduction, de bio-inspiration. Comment nous inspirer des processus de vivant, qu'on appelle aussi la biomimétique ou la bio-inspiration, pour mieux comprendre les cycles, les réseaux, les interdépendances dans notre société qu'utilise constamment la biologie et l'écosystème. L'écosystème et la biologie sont faits justement d'interdépendance, de symbiose, d'interaction, de complémentarité. Et ce sont ces éléments-là, complémentarité, interdépendance et symbiose, que l'on pourrait appliquer à la construction de la société du futur en nous inspirant justement des principes de base de la biologie. C'est cela pour moi la bio-inspiration, et c'est beaucoup plus fort que le biomimétisme. Le biomimétisme, c'est simplement de copier certains éléments de la nature. La bio-inspiration, c'est véritablement d'avoir une vision générale, systémique et globale des interdépendances que crée la biologie dans le monde et dans l'écosystème, et que nous pouvons essayer d'appliquer à la société en évitant quand même de faire du réductionnisme biologique, c'est-à-dire de faire du réductionnisme de la société, de considérer que la société est déterminée par la biologie. Non, la société peut être déterminée par l'approche systémique typique de la biologie, mais pas seulement par la biologie. Donc c'est ça pour moi la bio-inspiration, c'est la systémique appliquée à la complémentarité dans la société, beaucoup plus que de copier les modèles biologiques. Voilà la bio-inspiration dont on parlait dans le texte au début. C'est ça dont j'aimerais parler avec Günther, qui lui voyage dans le monde entier et fait des tours de France pour voir comment les gens réalisent justement à cette notion de bio-inspiration, de symbiose, et comment il recueille sur place dans les discussions avec les gens, dans son tour de France, comment les gens réagissent à l'interdépendance et à la complémentarité. Quelles sont tes conclusions? En tout cas, quelles sont tes inspirations nées de ta rencontre avec les publics dans ton tour de France?
Mais Joël, avant tout, un grand merci d'être avec toi. Quel plaisir de partager cette plateforme avec toi. Je suis désolé, Véronique, dans les années 60, j'étais déjà sorti de mes couches culottes. Mais quand même, je n'étais pas encore là pour avoir la vision, la clarté, l'énergie comme Joël avait dans cette époque-là. Moi, je suis arrivé 20 ans plus tard, hein. Il y a quand même un décollage entre Désolée, Joël et moi de j'ai 20 pensé ans. à Joël en fait. Ah bon, voilà, merci, merci, merci quand même. Mais c'était une expérience incroyable, Joël. C'est Idrissa Berkane et moi. Nous avons fait en 15 jours 12 villes en France, 48 réunions, et nous avons quand même surtout fait la découverte du désir des Français de changer la réalité autour de soi. Pour moi, c'était le plus important. Et ils ne sont pas contents de faire des ajustements. Non, non, on souhaite la rupture, une transition, mais une transition forte et fondamentale. Et bien entendu, quand moi je prends la parole, je parle toujours de la nature. Et parce que si on parle de l'Internet, est-ce qu'on se rend compte que sous nos pieds, quand nous sommes dans une forêt, dans 1 centimètre cube, on a quand même des centaines de kilomètres de connectivité faits par les champignons pour connecter les plantes. Et nous avons sous nos pieds quand même le marché d'échange le plus important du monde et des données et l'échange des biens. Effectivement, les champignons mettent à la disposition des plantes le carbone végétal biologiquement disponible, mais il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est le sucre. Et bien entendu, cette interdépendance entre sucre et carbone permet que nous avons quand même un système qui dépasse de loin l'Internet d'aujourd'hui, qui dépasse de loin les propositions de 5G et autres. Et si je rajoute à cette réalité d'échange sous nos pieds quand on marche dans une forêt, si je rajoute les communications faites par les baleines sur des milliers de kilomètres en exploitant quand même des différences de concentration de sel dans l'eau de mer, si on utilise quand même la capacité de scarabée qui utilise le Milky Way pour s'orienter vers leur nid, etc., etc., il est évident que notre système de communication et d'Internet n'est qu'au début de son vrai potentiel. Et je crois que c'est ça ce qui est important. On n'a pas besoin... alors justement, Oui, justement, Gunther, parle-nous de ton dada, de la LiFi, Ah la oui. transmission d'Internet par la lumière. Ça, c'est l'avenir, vraiment. Mais Joël, dis-nous un mot moi de je ça. regarde, je fais une analyse des opportunités. J'ai ras-le-bol de dire ce qui est bien, ce qui est du mal. Quand même, il faut qu'on change la mentalité. On arrête de dire ça c'est bien, ça c'est mal. Non, non, non. On va toujours travailler pour faire ce qui est mieux pour tout le monde. Et la meilleure solution aujourd'hui, eh bien, ça s'est inscrit dans les lois de la physique. Si je me propose quand même que la bio-inspiration n'est pas seulement la biologie, mais comment la biologie exploite les lois de la physique. Et dans les lois de la physique, le plus fascinant pour moi, c'est la lumière. La lumière qui quand même est un phénomène d'onde, mais aussi phénomène de photons. C'est-à-dire on a une combinaison d'ondes et de photons qui nous permet de faire une transmission des données par la voie de la lumière. Pour moi, c'est fascinant. Ça fut inventé par un Français, le professeur Souad Topsu, de l'université Paris, c'est-à-dire que c'est un prof qui a développé parce que son épouse ne souhaitait plus avoir les fréquences radio quand elle était enceinte. Et elle a éteint sa connexion Internet, et là, on est obligé de trouver une solution. Le lendemain, il est arrivé à la maison, il a dit, bon, voilà, j'ai trouvé la solution, c'est avec des ampoules LED, et je le fais avec les LED. C'est ça ce qui me fascine quand même, parce que les transmissions des données par lumière nous permettent quand même déjà aujourd'hui de s'imaginer 1 milliard de fréquences. Alors, ça veut dire on va faire une démocratisation de la connectivité. Si vous n'avez que 1000 fréquences, comme avec le 5G, évidemment, c'est un monopole et le gouvernement peut le vendre pour des milliards.
Mais à part du fait qu'on a 1 milliard de fréquences possibles, on a une possibilité de faire la transmission des données à 2-3 terabits par seconde. Alors, qu'est-ce qu'on m'offre aujourd'hui avec le 5G, qui à peine est capable de m'offrir un gig par seconde? Et encore, je crois que le LiFi, cette opportunité d'utiliser les lois de la physique à fond pour avoir une connectivité qui est quand même une connectivité qui est utilisée partout, et nous, avec une invention de l'être humain, c'est le code Morse, parce que le code Morse, c'est quand même l'initiative d'un Anglais qui souhaitait communiquer avec son épouse qui ne pouvait ni parler ni écouter. Alors, elle a développé le code Morse, c'est le composant humain qui nous permet de mettre le code Morse dans la lumière, parce que la lumière clignote grâce aux photons, clignote quelques centaines de millions de fois par seconde. J'imagine très bien, tu m'y fais penser la Smart City du futur, avec des réverbères dans la rue, qui sont des émetteurs par la lumière, par la LiFi, des émetteurs d'informations en permanence autour des gens. Mais Joël, même... oui, Joël, n'oublions pas que l'infrastructure le plus développé dans le monde entier, y inclus dans les villages lointains dans la périphérie, c'est la lumière. Bien sûr. La LiFi va jouer un rôle fondamental dans les années à venir. Mais je crois que d'ici 25 ans, on va regarder la réalité de 2020-2021 et on va se dire pourquoi est-ce qu'on a eu tant de débats à propos de 5G? Ça ne vaut pas la peine. Ce qui s'y vaut la peine, c'est d'être au service de l'humanité, c'est d'être au service et d'utiliser, parce que c'est le principe de l'économie bleue, c'est d'utiliser ce qui est déjà localement disponible. Eh bien, la lumière, elle est disponible. La lumière, elle est là. La lumière, elle est là. L'eau et la lumière. L'hydrogène, l'eau et la lumière sont les atouts du futur. Je suis d'accord. Tu l'as prouvé avec ton bateau à hydrogène et à énergie solaire. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui devant un défi extraordinaire et moi, je crois dans la preuve sur le terrain. Il faut faire les choses. J'ai ras-le-bol des 10 heures, j'ai besoin des faiseurs. Et quand j'ai rencontré mon ami Marco Simioni, qui a quand même décidé de lancer ce bateau qui permet de comparer batterie avec hydrogène. Alors imaginez-vous les chiffres concrets après 75 000 kilomètres de voyage en bateau. Quand les batteries, 8 tonnes de batteries, on a fait le plein avec 516 mètres carrés des panneaux solaires. Quand les batteries sont pleines, on a 2 jours de liberté pour faire avancer le bateau. Eh bien, quand les 200 litres dans les 25 tanks d'hydrogène sont pleins sur 350 bars, eh bien, Joël, avec 200 litres, j'ai une liberté de 6 jours. Alors, je ne comprends pas la folie des batteries aujourd'hui. Il faut faire un saut vers l'hydrogène immédiatement parce que l'efficacité dont moi j'ai la preuve sur le bateau est une preuve qui est si convaincante que pourquoi est-ce que je me mets alors dans le secteur de la mine? Pourquoi est-ce que je vais détruire la Bolivie pour son lithium? Pourquoi est-ce que je vais vers une transformation énorme? Le seul intérêt pourrait être le fric. Parce que sans l'argent, il n'y a aucun intérêt parce que l'hydrogène est vraiment la solution que je vois. Je trouve que Mais ça y est, ça commence maintenant. Les pays ont pris conscience de l'importance de l'hydrogène. La France lance un grand programme hydrogène et toi, tu fais la démonstration depuis quelques années maintenant que ton bateau à hydrogène à énergie solaire fonctionne très correctement et qu'il y a des trains à hydrogène maintenant en Allemagne et en France. Un bateau à hydrogène, c'est aussi la preuve que ça peut fonctionner très bien. Tu le démontres. Et nous avons un tout petit détail, c'est-à-dire nous travaillons avec l'eau de mer, c'est-à-dire que nous prenons l'eau de mer, on fait la désalinisation, déionisation, on fait l'électrolyse, tout avec énergie solaire,
on produit l'hydrogène avec les excédents que nous avons disponibles et quand on reproduit l'électricité, eh bien, à ce moment-là, on produit de l'eau potable. Nous avons pris l'initiative que probablement c'est le seul bateau dans le monde entier qui fournit l'eau potable dans tous les ports où nous nous retrouvons. On invite les gens de venir avec leurs bouteilles en aluminium pour éliminer les plastiques et on fait le plein avec l'eau qu'on a reconstituée avec les minéraux de mer et l'hydrogène. Est-ce que tu peux donner à Véronique un site web où on peut aller voir ton bateau et en savoir un peu plus? Le bateau le plus facile, c'est de regarder le site Race for Water. On va l'indiquer. Ça s'écrit comment? Site. Race, R-A-C-E. R-A-C-E. Race. For, F-O-R. Water, W-A-A-T-E-R. On va le mettre sur le site, ne vous inquiétez pas. Hein. On va devoir conclure là. Mais... on a 2 minutes. Alors, Gunther, on va le lire. Oui, on va le mettre. Okay, oui, bien sûr. Ce qui est formidable avec toi, c'est non seulement tu es un pionnier, un visionnaire, mais c'est que tu fais tout le temps l'évaluation de ce que tu fais. C'est ça que j'admire. Beaucoup de gens lancent des trucs, mais ils les évaluent pas. Toi, pour ton voyage en France, la rencontre avec les gens, tes contacts sur Internet, tu fais l'évaluation. Non seulement tu lances des projets, mais tu les évalues. Et ça, c'est formidable. Je t'en remercie beaucoup. Bravo. Mais moi, je te remercie pour toute l'inspiration. Je rappelle qu'on était ensemble chez Laurent Fabius. À l'époque, il était le président du Conseil de l'Assemblée nationale et qu'on a lancé les livres de Lester Brown ensemble pour faire Fabius. Je crois qu'aujourd'hui, toi et moi, et toi, tu es une inspiration parce que de ce que nous avons besoin sont les gens qui apportent plus les analyses du problème. On a besoin des gens qui apportent des solutions. Et c'est toi, avec ton travail, qui m'a toujours inspiré dans cette opportunité. Et surtout toi, j'essaye d'être positif. J'essaye d'apporter des solutions positives pour l'avenir. On passe notre temps à donner des catastrophes, à dire que ça ne va pas aller. Moi, comme toi, je suis positif. Je veux donner aux gens l'envie du futur. Et quand on donne l'envie de futur, eh bien, nous avons l'envie et la joie de la vie et le bonheur. C'est très bien. Merci pour ce bonheur, Joël. Superbe conclusion. Merci. Merci à tous les deux. C'était très, très joli comme mot de la fin. Nous, on aime donner de l'espoir aux gens aussi, être positifs, tout en étant lucides.